Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour faire un tour des actualités économiques et boursières et de discuter des événements importants de la semaine passée. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et s'il vous plaît, pour moi, les likes, c'est très important pour faire développer cette chaîne gratuite. Pour vous, c'est juste une geste. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. La première actualité importante de cette semaine, c'est que j'ai finalement ouvert un short sur le marché américain. Donc ça y est, je n'ai pas pu résister après les événements de cette semaine. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait surtout. Donc en fait, je vais vous expliquer les raisons fondamentales, un petit peu les raisons techniques. Et aussi, je vais vous expliquer dans les grandes lignes la structure de short que j'ai montée. Donc ça, c'est une position optionnelle. Je pense que ça va être assez intéressant. Et à la fin de cette vidéo, nous allons regarder les marchés chinois parce que c'est vrai que ça fait la une des actualités boursières et j'ai un certain intérêt par rapport à ce marché. Si vous êtes abonné à la chaîne Telegram où nous discutons tous les jours des actualités boursières, vous savez probablement déjà mon avis par rapport à ce sujet. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de résumer tout et vous présenter ma vision actuelle, ma vision au jour de 22 août 2021. Allez, c'est parti, on commence par notre présentation que je vous ai préparée pour synthétiser les informations les plus importantes qui ont eu lieu la semaine passée. Bon, l'actualité principale reste toujours le Covid. Je vais essayer de passer rapidement sur les actualités Covid. Donc, je garde toujours la liste des pays comme dans les précédentes vidéos. En revanche, j'ai réduit l'échelle des graphiques. En fait, ça, je vous montre les dernières données en fait sur les semaines passées. Donc, je commence par les États-Unis parce que les États-Unis, c'est ce qui affecte le plus les marchés financiers. Et donc, pour les États-Unis, nous voyons que l'augmentation des cas en fait, elle était stable sur les dernières semaines. La vaccination, elle augmente, donc ils continuent à massivement se vacciner, les Américains. Et le nombre de décès, il reste à peu près sur le même niveau que nous avons observé la semaine précédente. Donc, en Inde, en fait, l'Inde, c'est un autre grand pays, évidemment, que je surveille parce que ça peut devenir une source de nouvelles souches. Donc là, on connaît déjà la souche indienne qui est en train de ravager le monde maintenant. Donc on parle de deuxième pandémie, donc énième vague. Et donc en Inde, la situation elle est plus ou moins stable également par rapport à la semaine passée. Mais par contre, elle reste sur des niveaux très élevés et très inquiétants. Donc voilà, le nombre des cas, elle est très élevé. Donc la vaccination, elle est à peu près au même niveau comme la semaine précédente. Le nombre de décès, elle est également stable, mais à des niveaux très importants. Donc maintenant, notre grand pays, c'est le Brésil. Là où il y a beaucoup plus d'inquiétude parce qu'il n'y a quasiment aucune progression au niveau de vaccination et nous observons la quantité, le nombre des décès en forte augmentation. Il reste à un niveau très élevé donc, et ça ne diminue pas. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant la situation en Brésil. Et enfin, en France, le nombre des cas, il continue à rester à un niveau assez élevé, mais pourtant il s'est stabilisé, il vient juste de se stabiliser ces derniers jours. À la fin de cette semaine, la vaccination elle a ralenti, donc la vaccination évidemment elle a vécu une grande accélération avec l'introduction de pass sanitaire, et le nombre de décès il est malheureusement en forte augmentation. D'ailleurs la précédente vidéo elle a eu plus de dislikes que d'habitude, ça c'était assez drôle. Je pense que c'était lié au fait que je commençais à présenter les statistiques de Covid, parce que je sais, mais évidemment, il y en a pas mal de personnes qui sont très contre le pass sanitaire, mais je vous rappelle que ici, moi, je ne fais que transmettre les informations officielles. Je ne suis pas en train de vous transmettre mon avis personnel, positif ou négatif, par rapport à tous ces événements politiques. Donc, bon, j'ai un avis, évidemment, mais moi, je trouve que ça reste en dehors des discussions de cette chaîne. Et ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord avec les statistiques, vous trouvez que c'est du pipeau. Dans tous les cas, ce sont les chiffres que nous avons en disposition et ce sont les chiffres que nous pouvons utiliser pour faire nos analyses boursières. Et le Covid, malheureusement, il continue à être un facteur très important pour comprendre les tendances boursières actuelles. Ensuite, en restant sur le même sujet, la crise précédente, elle était causée principalement par le niveau des hospitalisations. Et sur ce deuxième slide, j'essaie de synthétiser l'information par rapport à l'évolution de la situation par rapport au taux d'hospitalisation dans le monde. Je vous ai parlé la semaine dernière que la situation aux États-Unis, elle est inquiétante. Elle est devenue encore plus inquiétante cette semaine. Vous voyez que le graphique, il a augmenté encore plus. Dans le carré rouge, vous voyez la différence entre la semaine précédente et aujourd'hui. Le vendredi,
vendredi quand j'enregistrais cette vidéo, et la carte de l'Europe où les taux d'hospitalisation est le plus élevé. Donc là, je ne comprends pas très bien la tendance, pourquoi c'est exactement la France, le Royaume-Uni qui sont les plus concernés, donc l'Italie un petit peu moins, mais par contre les pays du Nord et l'Espagne, Portugal un petit peu pire. Donc là, je vois pas trop le tendance, je comprends pas très bien pourquoi c'est exactement ces pays-là qui sont dans les situations plus difficiles et pas les autres. Donc si vous connaissez un peu mieux, j'avoue que je ne suis pas de près tout ce sujet-là. Donc il faut que je me concentre sur certaines choses. Donc du coup, ça se fait malheureusement au détriment des autres actualités. Donc les actualités Covid, je prends juste le snapshot au moment quand j'enregistre cette vidéo. Voilà, donc si vous connaissez pourquoi la France et la Grande-Bretagne sont les plus impactés par les problématiques d'hospitalisation, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça c'est la première raison pourquoi moi je trouve que la situation est quand même assez délicate actuellement, que le nombre des cas, le nombre de décès augmente. Nous savons que les différentes souches de Covid sont en train de ravager le monde, donc la situation elle est loin de se normaliser. Donc je pense qu'on pourra avoir encore des problèmes avec le retour du froid, même si d'ailleurs je regardais les statistiques, je ne vais pas vous montrer des articles, mais Covid apparemment il n'est pas tellement sensible à la météo, donc en fait il ne faut pas nécessairement penser que dès qu'on va avoir les jours plus froides, ça va s'aggraver. Apparemment, ce n'est pas le cas, mais on verra bien cet automne quand le froid va arriver. Donc, mais en tout cas, selon les spécialistes, il n'y a pas une corrélation directe entre ce virus et la saison. La deuxième raison pourquoi je passais short, j'ai décidé de prendre une position vendeuse sur le marché américain exactement aujourd'hui, bel et bien, c'est probablement devrait être la première actualité, c'est que la Réserve fédérale a pris la parole. Et donc, cette semaine ont été publiées les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Et dans ces minutes, on s'est rendu compte que la plupart des membres du board de la Fed s'attendaient déjà à un ralentissement de DQI cette année. C'est très différent par rapport à la communication de Jerome Powell, qui nous a dit que ça devrait être normalement l'année prochaine, et surtout, il a dit qu'il va avertir les marchés bien en avance avant de passer à l'acte, mais apparemment il y a une espèce de désaccord au sein de la Réserve fédérale, et c'est pour ça que la semaine prochaine sera très importante, parce qu'il y a une réunion à Jackson Hole, et donc là où il y aura le discours de Jerome Powell qui sera attendu avec l'impatience, où il est attendu comme d'habitude pour clarifier son planning pour l'arrêt progressif des programmes DQI. Je ne vais pas me répéter à chaque fois parce que j'en ai parlé déjà beaucoup de fois dans les vidéos de dimanche. Vous savez exactement, vous connaissez que les QI, c'est vraiment le carburant de la hausse des marchés de ces derniers mois. Donc c'est grâce aux QI massifs et incroyables, historiquement incroyables, qui ont permis des marchés de rebondir aussi rapidement, aussi fortement. Et donc si ils vont ralentir les QI, je ne sais pas quel phénomène, quel effet ça va donner sur les bourses en général. C'est un signal très baissier. Donc aujourd'hui, les marchés ne regardent que ça. Littéralement, toutes les actualités boursières sont interprétées en fonction de leur impact sur la politique des quantitative easing. Donc là, je le dis dans toutes les vidéos. Je ne vais pas le répéter aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de sujets à discuter avec vous. Voilà, donc la Fed, c'était la deuxième raison pourquoi je suis passé short. C'est la deuxième raison fondamentale. Je vous rappelle toujours que Mind du Cash, c'est trois piliers. C'est l'analyse fondamentale, l'analyse macroéconomique et l'analyse technique. Donc là, actuellement, nous sommes en train de faire l'analyse macroéconomique. On regarde quelles sont les grandes tendances, quels sont les événements majeurs dans la macroéconomie qui ont eu lieu et qui peuvent expliquer mon positionnement short que j'ai finalement décidé de prendre. Donc, et aujourd'hui, c'est peut-être une surprise, je voudrais vous présenter un autre critère, lequel que je surveille systématiquement pour analyser l'économie actuelle depuis la réouverture. Donc, Baltic Dry Index, peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est. Le Baltic Dry Index est publié quotidiennement par le Baltic Exchange à Londres. L'indice fournit une référence pour le prix du transport maritime des principales matières premières. D'ailleurs, juste pour information, que maintenant sur le site Mind the Cash, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont déjà inscrits, ça c'est très bien, merci beaucoup. Même si je n'ai pas encore communiqué comme quoi il existe le site Mind the Cash, vous pouvez toujours le trouver dans la description de cette vidéo. Et je commence à publier des articles explicatifs sur ce type de choses. En fait, quand je vous présente un concept, j'essaie d'écrire un tout petit article que je vais enrichir par la suite pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement. En gros, c'est un indice des prix des freight, en fait, des prix
prix de transportation des marchandises. Et vous pouvez voir sur le graphique, il est très très haut. Il est proche de ses plus hauts, presque historiques, mais hors les cas vraiment exceptionnels. Mais il monte de manière très stable et très directe à partir de la réouverture. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, en gros, ça représente en quelque sorte le potentiel de l'inflation et la pression de la pénurie sur certaines composantes. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation très particulière que même si l'économie elle redémarre, s'il est vraiment elle est rechauffée à fond, maintenant il lui manque des composantes pour qu'elle tourne. Parce que l'économie elle est globalisée, donc évidemment nous avons travaillé, mais nous, les grands politiciens, les grands économistes ont travaillé sur le projet de globalisation pendant des années et des années. Finalement, ils ont réussi à faire certaines choses. Et maintenant, quand l'économie globalisée a été arrêtée pendant un an, donc maintenant à la réouverture, on se retrouve en manque de tout. Donc vous avez probablement entendu parler de la manque des semi-conducteurs. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a véritablement la queue des containers qui se forment dans les différents points de globe. Et ça ralentit vraiment la croissance, ça ralentit la reprise. Et surtout, ça contribue énormément dans le phénomène de l'inflation. Donc même si Jerome Powell, même si Christine Lagarde vont commencer à monter les taux, je ne suis pas certain que ça va pouvoir arrêter l'inflation si elle démarre. Parce que vous imaginez par exemple si un produit il nécessite des différentes composantes pour être fabriqué et ces composantes sont importées des pays émergents, notamment de la Chine par exemple. Et donc s'il y a vraiment des ruptures de cette transportation ou bien les coûts de transportation ont flambé, et là vous pouvez voir qu'ils ont flambé, ils ont été multipliés presque par 2, c'est énorme, c'est juste gigantesque. Et donc effectivement les producteurs ils vont répercuter ce prix de freight sur les prix de marchandises finales, en fait de produits finaux plutôt. Et donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau des taux, quel que soit le niveau des quantitative easing, il devra le faire parce que ça, c'est le prix qu'il a payé, c'est le prix de production, ce que le produit lui a coûté. Donc même s'il fait l'effort sur ses marges, et d'ailleurs s'il fait l'effort sur ses marges, évidemment, ça va fragiliser les entreprises, ça va surtout fragiliser les entreprises à des faibles marges, et donc ça va augmenter forcément le prix du produit final. Et si ça va augmenter le prix du produit final, dans ce cas-là, ça va mécaniquement augmenter l'inflation. Et fait, de l'autre côté, les grands marchés de consommation, c'est les États-Unis et l'Europe premièrement. Ils vivent aussi sous la perfusion des différentes aides, des différents plans de relance, etc., etc. Donc du coup, nous vivons un phénomène absolument incroyable qui est très très inflationniste où les États ils aident à ses citoyens. Donc je parle les pays développés, surtout les États-Unis où Biden il met vraiment à fond les aides aux Américains pour qu'ils puissent acheter les produits qui sont plus chers, qui deviennent de plus en plus chers à cause des différents phénomènes qui sont purement liés à la réouverture et notamment au prix du freight. Et pour moi, ça crée un énorme déséquilibre macroéconomique qui peut un jour se répercuter sur les marchés financiers, quelle que soit la politique monétaire et quelle que soit la quantité de la liquidité dans les marchés. Donc, vous voyez, c'est assez dangereux comme situation si ils ne peuvent pas gérer ça autrement. Voilà, maintenant notre tableau de bord de statistiques macroéconomiques. Également, d'ailleurs, je vous rappelle que sur le site Mind2Cash, je publie les explications rapides sur qu'est-ce que ça signifie ces statistiques. Donc, ça fait partie du coin de formation sur le site Mind2Cash que j'aimerais bien développer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je choisis toujours les 4 les plus importants, parce qu'en général ça suffit et ça me permet aussi de limiter un petit peu l'information que je vous donne pour que ça reste assez synthétique. Indicateurs qui ont été publiés cette semaine, les plus importants sont les Core Retail Sales. C'est une mesure totale des ventes au détail à l'exclusion des ventes d'automobiles et d'essence. Donc ça fait partie des statistiques les plus importantes pour estimer l'inflation dans les produits en dehors de ce que vient d'être cité. Donc là, ça ressortit en dessous des attentes et ça, c'est une bonne nouvelle pour le marché. En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour les marchés parce que nous vivons dans le monde inversé. Ça veut dire que si les attentes inflationnistes sont en dessous des attentes, dans ce cas-là, il y a moins de chances que la Fed va arrêter les QI cette année. Donc voilà, donc ça, vous voyez, donc c'est toujours la logique inverse qu'il faut appliquer. De même manière, les retail sales, c'est très proche en fait, sauf que c'est pas core, en gros, c'est tout le volume des ventes pour le mois de juillet. Il est ressorti beaucoup inférieur aux attentes et donc ça c'est également normalement une bonne nouvelle. Voilà, la quatrième statistique que moi je trouvais important, c'est CPI. Bon, évidemment, ça c'est la mesure de la variation du prix des biens et des services de point de vue de consommateur. Donc ça c'est vraiment une des statistiques les plus importantes pour estimer l'inflation. Là, elle est ressortie exactement en ligne avec le consensus. En revanche, la bonne statistique qui est sortie, c'était les demandes pour les emplois, les demandes initiales pour les inscriptions au chômage.
dommage. Donc là, elle est ressortie mieux que prévu. Et en tout cas, le marché ne réagit pas spécialement sur ces données statistiques, tout simplement parce que maintenant, la nouvelle qui est venue de la part de la Réserve fédérale, elle a remplacé toutes les statistiques, parce que si la Réserve fédérale dit que nous allons arrêter les quantitative easing cette année, dans ce cas-là, les marchés vont très rapidement oublier de toutes les statistiques, de tous les fondamentaux. Ils vont tout simplement baisser. Il y a beaucoup de fonds qui vont sortir dès que l'arrêt des QE se confirme. Voilà, maintenant Market Pulse, où se trouvent les marchés actuellement. J'ai gardé toujours les dessins que j'ai fait la semaine précédente pour voir valider ou annuler ce que je disais. Donc on voit que l'indice S&P 500, il a commencé en petit creux à la baisse. Donc là, c'est pas encore un signe technique. Franchement, pour le signal technique, je ne vois toujours pas. J'ai dû peut-être l'attendre pour ouvrir mon short, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ouvre maintenant. Déjà, bon, fondamental, je pense que c'est déjà relativement clair. Maintenant, je vous présente aussi deux graphiques, le graphique daily, le graphique weekly, c'est les deux le plus important pour ceux qui font l'analyse technique, vous le savez parfaitement. Ce sont les horizons les plus souvent utilisés par les chartistes. À la fois sur le graphique daily et sur le graphique weekly, on ne voit pas pour le moment de retournement de la tendance. Donc c'est un peu tôt de dire que le marché est en train de se retourner. Donc c'est pour ça que je dis que la tendance reste en bulle puissante. Donc ça veut dire qu'il y a pour l'instant, il y a pas de signal technique de baisse. Malgré l'augmentation de la volatilité. La volatilité, on va la voir sur le slide suivant. Sur Nasdaq 100, d'ailleurs, mon descente de la semaine précédente, il était un petit peu plus exact parce que je disais qu'il va rester dans le flat et c'est ce qui s'est passé cette semaine. En gros, il n'y a pas eu énormément de mouvements. On est resté en ligne par rapport à la ligne horizontale que je vous ai présentée. Et effectivement, il commence à montrer également les signes de faiblesse avec la volatilité qui était en forte augmentation cette semaine. Et justement, cette augmentation de la volatilité, elle était due principalement aux annonces de la Fed dès la fin de QE possible cette année. Voici deux graphiques de volatilité pour S&P 500 et Nasdaq 100. Donc vous voyez que pour S&P, la volatilité s'est envolée. Donc là, on est dépassé 20. Et pour Nasdaq, l'augmentation de volatilité était aussi importante, mais moins importante que pour S&P. D'ailleurs, c'est assez rare. En fait, en général, c'est l'inverse parce que l'indice Nasdaq il est plus volatile généralement que l'indice S&P 500. Et donc, pour moi, ce n'est pas forcément un signal. Ça va rien dire. Comme je vous explique tout le temps, c'est que tous ces indices VIX qui sont construits avec des options d'ailleurs sont des indicateurs non avancés. En fait, ils ne permettent pas de prédire l'avenir. En fait, ils constatent la nervosité actuelle dans les marchés. Clairement, les marchés étaient beaucoup plus nerveux cette semaine que les semaines précédentes. Et c'est pour ça, je pense que vraiment, on peut voir les phénomènes techniques plus bearish dans les prochains jours de trading. Voilà, maintenant je vais vous présenter ma position short que j'ai pris avec S&P 500. Bien évidemment, je n'ai pas juste à acheter un ETF inversé ou quelque chose comme ça. Quand je prends des positions short, je les fais généralement avec des options. Là, je vais vous expliquer dans les grandes lignes l'idée. Donc ça sera un petit peu une formation rapide sur les options. Pour ceux qui sont avec moi sur le groupe Option Invest, vous savez que je suis en train de monter une des stratégies verticales qui s'appelle Bear Put Spread. Donc en fait, c'est une structure, pas très complexe, mais relativement complexe quand même, qui comprend deux positions optionnelles, une d'achat d'input et une de vente d'input. Et donc là, je vais vous expliquer dans les très grandes lignes comment ça fonctionne. J'évite d'habitude d'évoquer les sujets liés aux options en fait sur la chaîne principale parce que ce sont des produits dangereux. Donc en fait, il faut suivre une certaine formation ou bien avoir un certain accompagnement pour trader ce produit. C'est pour ça que je lançais le groupe Option Invest il y a un mois. Si vous n'avez pas encore des connaissances dans les produits optionnels, donc regardez ça comme plus une théorie, en fait, juste comme une idée, probablement une évolution possible. Si ce type de stratégie va vous intéresser, dans ce cas-là, peut-être vous allez un jour vouloir rejoindre soit le club Option Invest, soit apprendre par vous-même ces stratégies. Donc voilà, en gros, comme je viens de vous dire, cette stratégie s'appelle Bear Put Spread et elle fonctionne de manière suivante. D'ailleurs, une des raisons pourquoi je fais cette stratégie, elle n'est pas très grosse, en tout cas par rapport à mon portefeuille, elle n'est pas très grosse, c'était vraiment la formation parce que je voulais le faire au sein du groupe Option Invest et montrer comment monter ce type de stratégie. Voilà donc comment ça fonctionne. L'idée, c'est que moi, je m'attends à une correction. Les raisons pourquoi j'attends cette correction, je viens de vous expliquer. J'espère que c'était assez clair. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, peu importe, regardez ça comme une petite formation. Si un jour vous allez être d'accord avec moi et vous allez vouloir monter ce type de stratégie, ça va probablement vous servir. Mon pronostic que les marchés doivent se corriger.
et quand ils doivent se corriger, cela veut dire que j'ai un certain range des niveaux dans lequel je vois le marché S&P 500 d'ici quelques temps. Donc là, je me suis fixé un horizon. Donc mon horizon, c'est 15 octobre 2021. Pourquoi 15 octobre 2021? Parce que ça, c'est la date officielle des expirations des options. Donc plein de chaînes d'options expirent à cette date-là. Donc toutes ces chaînes d'options sont liquides. Et donc là, je peux avoir les bons spreads entre bid et ask. Donc là, du coup, je me suis dit, pendant le mois de septembre, pendant le mois d'octobre, on devrait clarifier enfin la politique par rapport à la fin de QE. Et donc ça va forcément perturber le marché. Il y a d'autres raisons, évidemment, le Covid, plus que les problèmes de freight que je viens de vous expliquer, qui peuvent affecter les marchés. Donc j'ai décidé que je vais parier sur un range entre 4000 et 3800 sur S&P 500. Donc en gros, ce qui va m'intéresser, c'est cette zone-là. Évidemment, en étant réaliste, je ne m'attends pas que S&P 500 tombe à zéro. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de 4000 points sur S&P 500, j'ai acheté un put. Donc acheter un put, c'est une opération que je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. En gros, j'ai pris une position short sur ce niveau. Donc quand j'ai acheté le put, évidemment, j'ai payé une certaine prime. Donc cette prime, je vais vous expliquer d'ailleurs quel instrument exactement je l'ai utilisé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est un instrument qui est accessible à beaucoup de personnes parce qu'il ne nécessite pas des gros capitaux. Et donc, pour cet instrument, pour cette option, j'ai payé une certaine prime. Mais vu que moi je me parie uniquement sur le range entre 4000 et 3800, donc ça veut dire que je peux diminuer ce coût, c'est le coût de l'ouverture de la première position, en vendant le put pour un strike qui se trouve en dessous. Donc pour un strike qui se trouve à la limite basse du range auquel je vois S&P 500 d'ici 15 octobre 2021. Et donc du coup j'ai ouvert deux positions. La première position elle était achat d'un put à 4000 avec un strike de 4000 qui m'a coûté une certaine somme, et la vente de put sur le strike de 3800 qui était moins cher. Ok, mais quand je l'ai vendu ce put, j'ai perçu l'argent. Et donc du coup, j'ai déduit la somme pour la vente de put de la prime que j'ai payée pour le premier put. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc c'est pas très compliqué comme structure. En gros, quelque part, j'ai diminué le prix de l'ouverture de la position short par la vente de put sur le niveau en dessous de lequel je ne m'attends pas que S&P redescende. Donc en gros, je limitais le potentiel de gain en réduisant le coût de l'ouverture de cette position. En gros, c'est ça le principe des spreads verticaux. Donc il y en a 4. Donc en fait, ceux qui ont déjà vu cette vidéo sur le groupe Option Invest, vous connaissez déjà parfaitement de quoi je parle. Et donc moi, je trouvais que ce scénario il est très, très fort probable. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de open interest, ce qu'on appelle sur ces strikes, sur les marchés d'options sur S&P 500. Et donc, moi, je me suis dit que pourquoi pas, je vais le faire au même temps. Donc, ça va hedger en quelque part mes autres positions, mais ça va aussi me servir comme un exemple de formation pour Option Invest. Voilà, maintenant, quel produit j'ai utilisé? Donc, le produit qui s'appelle Micro Mini S&P 500 futur. Donc ce sont des options sur le futur. Donc n'ayez pas peur parce que je sais que déjà le mot futur ça fait peur à certains. Ici on fait des options sur le futur. Oui effectivement. Donc l'industrie financière elle est allée déjà assez loin. En fait l'avantage de ce contrat qui a un ticker MES. Donc là c'est ça que vous voyez sur votre écran, qui est coté aux États-Unis bien évidemment. Donc l'avantage que ce contrat il n'a pas un multiplicateur très important. Donc vous voyez que l'unité de contrat c'est 5 $ multiplié par le niveau de S&P 500. Donc, cela veut dire que quand vous allez voir le prix d'option, d'ailleurs ça c'était mon cas, qui était environ 51 $, donc cette prime il faut multiplier par 5 seulement. D'habitude il faut pour les autres contrats, parce qu'il y a plusieurs contrats sur S&P 500 et le contrat principal il a un multiplicateur de 100. Cela veut dire qu'il faudra multiplier la prime par 100. Donc cela veut dire si vous voyez 50 $ prime, donc du coup votre prime que vous allez devoir payer ça sera 5 000 $. Donc du coup ça fait déjà beaucoup plus que multiplié par 100, que ça fait seulement 250 $ de prime que vous devez payer pour ouvrir une unité. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que ce contrat, il est quand même relativement intéressant, mais n'oubliez pas que les futurs, en général, je ne conseille pas du tout, si vous n'êtes pas avertis, ce sont des instruments généralement très dangereux. Donc il faut vraiment savoir les trader, et pas tous les brokers le proposent, et heureusement, parce que ce sont des instruments où on peut vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc faites-vous accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience, ou bien suivez les formations. Malheureusement, moi pour l'instant, je ne propose
propose pas des formations, des accompagnements pour les futurs. Je le fais pour les options et je le fais pour l'instant dans un groupe réduit parce que pour que je puisse, avec mes limites de temps, pour que je puisse accompagner tout le monde et éviter que les gens fassent des bêtises, on va dire, sur ces marchés qui sont quand même assez compliqués. Voilà, en gros, regardez ça bien. Je pense que c'est assez peu connu, paradoxalement. Je vais mettre le lien sur ce contrat sur le marché CME Group dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, c'est accessible, normalement c'est accessible à pas mal de monde parce que le multiplicateur n'est pas important. Donc voilà, maintenant je vais anticiper un petit peu les questions. Donc pourquoi je n'achèterai pas, genre tout simplement en put, ou pourquoi je ne prendrai pas en short. Si je prends en short, cela veut dire que je prends une position directionnelle. Donc cela veut dire que si le marché demain s'envole, genre à 5000, 6000 par exemple, vous savez qu'il y a Biden qui parle d'un nouveau plan de relance de 4 milliards. Si jamais il est voté, dans ce cas-là, le marché peut partir, je ne sais pas, dans le ciel. Dans ce cas-là, je vais perdre beaucoup d'argent si je prends une position linéaire, ce qu'on appelle, parce que les options, ce sont des produits non linéaires. On les appelle parfois comme ça, et les futurs et les actions en direct, ce sont des produits linéaires. Si je prends un produit linéaire, dans ce cas-là, je vais être dans une position purement spéculative et je ne pourrai pas ajuster les probabilités de telle manière comme je viens de vous montrer avec cette stratégie de bear put spread. Donc quelque part, les options, ça vous permet d'optimiser votre stratégie de façon que les probabilités soient de votre côté. Ça, c'est vraiment le principe et l'avantage principal des options. Et donc du coup, si jamais le marché part à la hausse, donc maximum ce que je vais perdre, c'est justement la différence entre ces deux primes. Et ça reste un montant déjà connu en avance, ce qui est super bien par rapport à la position short classique, parce que vous ne savez pas combien vous allez perdre. Ici, je sais parfaitement le montant maximal que je vais perdre. Et donc, quoi qu'il arrive, même si S&P 500 va à 10 000, je ne vais pas perdre plus que la différence des primes que j'ai dû payer pour ouvrir cette position. Et donc du coup, cette complexité vous permet justement d'éviter les risques excessifs, ce qu'on appelle limiter le downside risk. Voilà, donc là je vais vous apprendre également un petit peu l'argot de trader. Et donc c'est pour ça que je l'ai monté de cette manière qui me permet de dormir tranquille, parce que si jamais ça n'arrive pas, ce qui est probable, c'est le trading. Dans le trading, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, donc on essaie de mettre la probabilité de notre côté. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Peut-être j'aurai tort, j'avais tort déjà plein de fois, mais pour moi, le principal, c'est quand j'ai raison de gagner plus que quand j'ai tort. Quand j'ai tort, je coupe mes pertes rapidement, et justement, les options peuvent vous permettre de couper les pertes de manière garantie. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe à l'ouverture, la guerre, pas guerre, donc vous n'allez pas payer plus que votre prime. J'anticipe une autre question que je pourrais prendre un ETF inversé ou bien en futur en direct en mettant en stop. Pourquoi pas? Et pourquoi j'aime pas les stops? Vous savez, les stops, je n'aime pas pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a un énorme risque d'overnight. Parce que les marchés se ferment, évidemment, il y a le week-end, elles sont fermées, genre la nuit, ils sont fermés. Et donc, quand ça rouvre, la grosse partie du mouvement se fait à la réouverture. Et donc, là, je peux pas me hedger contre ça. Donc, ça veut dire que le stop, si le marché va passer au-dessus ou en dessous de stop, selon la direction de ma position, je peux perdre potentiellement beaucoup d'argent. Avec les options, quoi qu'il arrive, j'ai déjà payé ma prime, je ne veux pas perdre plus. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les stops, ils sont très peu flexibles du point de vue de la stratégie. Par exemple, le stop peut être touché dans la volatilité excessive, et nous voyons que la volatilité est en train d'augmenter, comme je vous ai montré tout à l'heure sur les autres slides. Et donc, ça veut dire dans les conditions de la volatilité plus importante, on risque de toucher ce stop. Ensuite, vous allez être éjecté du marché et probablement juste après, votre stratégie va se réaliser. Et pour moi, c'est très dommage. Franchement, je suis très triste quand les choses comme ça arrivent. Et avec les options, vous n'avez pas cette situation parce que vous avez parié sur un scénario bien précis. Et donc, si ce scénario arrive, vous gagnez. S'il n'arrive pas, vous ne gagnez pas. Voilà. Donc pour moi, je suis beaucoup plus confiant dans ces stratégies optionnelles qui me permettent de rester serein, à l'aise avec moi-même et être tranquille dans mon esprit. Tranquille biche, comme je dis. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, je sais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai ouvert un groupe à part, hein, parce que vous pouvez investir très bien, être un investisseur ou trader brillant sans utiliser les options. Et c'est pour ça que c'est un groupe qui est purement en parallèle par rapport à la chaîne principale. Voilà, donc j'espère que ça a été utile. Donc dites-moi dans les commentaires si ce sujet en gros vous intéresse, parce que j'essaie de transmettre non seulement les idées d'investissement du trading que moi-même j'implémente, mais aussi les instruments et les structures du trading que moi je monte pour réaliser mes
prévisions pour implémenter mes visions du marché. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vous ai promis de parler un petit peu des actions chinoises, parce que bon, ça fait la une de tous les médias. Pour l'instant, j'ai aucune valeur chinoise dans mon portefeuille, mais je risque d'en avoir, parce que j'ai utilisé une autre stratégie optionnelle, dont les positions j'ai également publiées dans le groupe Option Invest, qui consiste à vendre les puts à des niveaux sur certaines valeurs qui m'intéressent. Il y en a pas mal de valeurs chinoises qui m'intéressent actuellement. Donc là, je vais vous donner mon idée globale, en fait, pourquoi je pense qu'il y a des choses à faire sur ce marché. Donc déjà, ce qui m'impressionne particulièrement dans toutes ces histoires, c'est la psychologie humaine. Franchement, je me souviens que sur la chaîne Telegram, il y a encore quelques semaines, littéralement même pas, il y a quelques mois, il y a eu des personnes qui disaient genre que si NIO ou telle ou telle valeur va toucher ce niveau, dans ce cas-là, je ne veux pas hésiter, je veux acheter, je veux investir, etc., etc. Par exemple, notamment NIO d'ailleurs, c'est une valeur qui faisait rêver beaucoup de personnes. Et là, nous voyons que NIO aujourd'hui, il a redescendu pas mal sur des niveaux qui étaient considérés comme très intéressants il y a encore quelques semaines, et maintenant on change d'avis. Donc du coup, dès que le contexte change, dès que en fait l'ambiance globale dans tous les médias, tout le monde commence à parler que voilà les actions chinoises, les régulations du parti, etc., etc., c'est super dangereux. On change systématiquement d'avis. Donc tellement on se fait influencer par ces circonstances, par cet environnement médiatique. Donc je pense que vraiment la première chose, c'est il faut être fidèle à ses propres idées. Donc si votre stratégie, comme c'était dans mon cas, était d'avoir 10% des valeurs chinoises dans votre portefeuille, si vous pensez qu'il n'y a pas de facteurs fondamentaux qui peuvent vous mener à changer cet avis, mais faites attention quand même. En fait, on peut prendre pour les facteurs fondamentaux juste des rumeurs. Donc il faut vraiment avoir certains critères qui vous permettent de dire que ok, cette actualité, moi je vais la considérer comme importante et qui peut éventuellement changer ma stratégie, ou bien ça je considère comme du noise, comme le bruit du marché. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, il y a plusieurs phénomènes. Effectivement, la Chine elle est partie agressivement réguler certains secteurs. Je dis certains secteurs. Donc en Chine, il y a eu un énorme problème de coût d'éducation des enfants. Et comme je disais déjà dans une des précédentes vidéos de Café de Dimanche, que l'éducation des enfants en Chine, c'est quelque chose presque socialement très important. Donc du coup, les Chinois, ils investissent énormément dans la formation de ces enfants. C'est une chose très bien, mais en tout cas, il y a énormément de concurrence entre les enfants. Et le parti chinois, il a fait quoi? Il a analysé quels sont les postes de dépenses chez les ménages chinois qui sont les plus coûteux. Ils ont vu que l'éducation supplémentaire, je dis supplémentaire, parce que les enfants chinois ne font pas que l'école traditionnelle, mais ils font encore pour les cours plus approfondis pour être meilleurs parmi les meilleurs. Et donc, ces cours supplémentaires qui faisaient partie d'un secteur privé revenaient très cher aux ménages chinois. Et donc, du coup, ils ont fait quoi? C'est quand même en parti communiste et le système, il est quand même très, très social. Et donc, ils ont dit que, OK, on va baisser les coûts, on va dire les dépenses des ménages et du coup augmenter leur capacité de consommation par, en gros, diminution de ce poste de dépenses en régulant ce secteur. Mais n'oubliez pas que l'éducation nationale, c'est un secteur qui est la responsabilité de l'État. Donc, dans beaucoup de pays, sauf les pays très, très capitalistes, très, très anglo-saxons, c'est souvent régulé par l'État. Donc les personnes qui ont investi dans les valeurs chinoises, dans ce secteur d'éducation privée, ont pris un énorme risque. Ils ont dû être conscients qu'ils investissent dans le secteur très risqué. Ça serait pareil, par exemple, pour d'autres secteurs, par exemple comme la médecine, ou bien les secteurs de niche. Par exemple, les secteurs de jeux vidéo ou les secteurs qui sont liés à des loisirs. Je peux imaginer, par exemple, les sites de rencontres, les réseaux sociaux aussi d'ailleurs. Parce que le parti peut un jour décider que, genre, les réseaux sociaux, les enfants passent trop de temps, et du coup, ils perdent dans leur formation, dans leur éducation, etc., etc. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Ça, c'est risqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours faire attention que ces secteurs peuvent faire partie des secteurs que le parti chinois voudra réguler. En revanche, certains secteurs, moi, je ne vois pas pourquoi les autorités chinoises devraient s'en prendre. En fait, par exemple, les voitures électriques, notamment NIO et Li Auto. Donc ça, c'est forcément des secteurs qui sont très indépendants par rapport, on va dire, par rapport à la politique du parti, et aussi le secteur d'intelligence artificielle où la Chine devient un des leaders mondiaux. Donc la Chine devient vraiment un leader mondial dans l'intelligence artificielle, et je ne vois pas, par exemple, pourquoi l'action comme Baidu, elle devrait subir des contraintes supplémentaires de la part de l'État chinois. Effectivement, ils devront mettre plus de restrictions sur le contrôle des données. Donc ça, c'est un peu, dans les pays non démocratiques, c'est un peu la norme. Donc par exemple, en Russie, c'est mon pays d'origine,
c'est exactement comme ça se passe pas du tout dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances qu'en Chine, mais je vois très bien les Chinois qui vont vouloir essayer de réguler l'accès aux données, prendre le contrôle sur les données, mais ils le font déjà, c'est pas une nouvelle, et le marché price déjà largement cette éventualité que les Chinois vont vouloir prendre le contrôle sur les données gigantesques dont possède Baidu. Donc pour moi, ce n'est pas spécialement le risque très dangereux pour l'activité de cette entreprise qui est majoritairement orientée au marché interne. Donc vous voyez, donc c'est orienté au marché interne, donc forcément ils ne vont pas nécessairement perdre par rapport à cette régulation. C'est vrai qu'en Chine, pour investir, il faut quand même beaucoup d'insight. Actuellement, je suis en train de me former à fond sur ce qui se passe sur la Chine. Je lis pas mal d'articles pour comprendre vraiment les particularités de ce pays, pour bien justement choisir, pour bien cibler les valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai vendu les puts sur des valeurs comme Baidu, donc comme là je pense que vous avez déjà compris que je suis assez intéressé par cette valeur. Ensuite j'ai vendu des puts sur deux automobiles, en fait NIO et Li Auto. Et aussi j'ai vendu, mais c'est une position vraiment minuscule, c'est sur Tencent. Tencent, je pense qu'il a plus de risques pour des raisons que je viens de vous expliquer. Les jeux vidéo peuvent être régulés plus qu'aujourd'hui, et ça peut effectivement impacter les chiffres d'affaires, les résultats de Tencent. Mais encore une fois, c'est probablement, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc là, j'ai pris une micro-position, c'est vraiment, même si je perds l'intégralité de cette ligne, ça va pas me ruiner. En tout cas, pour Baidu, je vais avoir une grosse position parce que j'ai vendu en strike à $145, donc je suis déjà en dessous. Le strike expire le 17 septembre, donc à peu près dans un mois. Si on était déjà le 17 septembre, je devrais acheter les actions Baidu au prix de 145, tandis que le marché est à 137. Donc voilà, mais quand j'ai vendu ce strike, elle était largement au-dessus. Je pensais que Baidu ne va pas probablement toucher 145, mais s'il touche 145, dans ce cas-là, je suis acheteur, je veux avoir cette entreprise depuis un moment dans mon portefeuille. Exception, il y a une exception, c'est Alibaba. Alibaba, c'est une valeur qui devrait être épargnée. Mais par contre, cette valeur, elle est dirigée par presque un opposant de Xi, donc Jack Ma, comme vous le savez parfaitement. Et donc cette valeur, elle a vraiment beaucoup de risques politiques. Donc c'est pour ça que je garde mes distances par rapport à Alibaba. En revanche, il y a une autre valeur qui m'intéresse beaucoup plus, c'est JD.com, pour laquelle j'ai également vendu un put. C'est un concurrent d'Alibaba, mais qui est beaucoup plus proche au système, qui est beaucoup plus proche au parti. Et donc, personnellement, moi, je pense que ce risque politique, il est beaucoup moins présent pour JD.com que pour Alibaba. Donc, en gros, si jamais tout se passe mal, et donc, du coup, si les actions chinoises continuent à baisser, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec ces 4 lignes et je vais être exposé, comme je voulais, à 10% de mon portefeuille à peu près sur les valeurs chinoises. Donc, vous voyez, c'est toujours, il faut voir dans votre approche stratégique. Mon approche stratégique, que je vous ai déjà dit il y a quelques semaines, je veux que 10% de mon portefeuille soit exposé dans les top valeurs chinoises et je implémente actuellement cet objectif. Donc, le marché, c'est probablement le seul marché où je vois des vraies opportunités. Quand il y a des opportunités, forcément, il y a des risques. Donc, il faut prendre la décision si vous voulez prendre ce risque. Si vous ne croyez pas à la Chine, si vous connaissez probablement mieux que moi, dans ce cas-là, partagez déjà dans la communauté Mind du Cash pour que tout le monde sache que la Chine, c'est plus risqué que moi je le vois. Et dans ce cas-là, vous pouvez évidemment soit réduire votre exposition, pas faire 10% mais 5%, soit ne pas investir du tout. Voilà, donc ça c'est juste l'idée que moi pour l'instant je reste assez optimiste, mais je me forme, peut-être je vais me changer d'avis. Désolé si un jour je veux dire que non, je me suis trompé, du coup j'ai changé d'avis, c'est possible. D'ailleurs, pour info, je cherche aussi quelqu'un interviewé sur la Chine. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui a un petit peu déjà un certain nom, on va dire, qui pourrait partager en fait ses connaissances et permet aux abonnés de la chaîne Mind the Cash de comprendre un petit peu plus ce pays qui actuellement nous ouvre des opportunités. Est-ce que ce sont des vraies opportunités ou les trappes à valeur? Est-ce que les risques politiques peuvent expliquer les valorisations tellement alléchantes que le marché nous propose aujourd'hui? Ça, c'est les questions que j'aimerais bien poser à une personne qui est experte de ce pays et qui pourrait nous éclaircir sur ces sujets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, s'il vous plaît. C'est très important pour la chaîne Mind the Cash. J'espère que vous allez passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mind the Cash. Bye bye.